Blanchard, venez me rejoindre. Je vous ai un petit peu négligé. Je vous donne un micro. Hop. Merci. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Allez-y. Ouais. Alors, vous êtes psychanalyste du travail. Oui, c'est ça. Vous êtes dirigeant de la société conseil Montgolfière Management. Oui, qui développe vous- XA, c'est ça. C'est Montgolfière XA. XA. Et vous intéressez depuis un certain nombre d'années à toutes ces questions de lien au travail. Vous avez écrit de nombreux articles et des ouvrages. Est-ce que je peux me permettre de vous demander à quel moment de votre vie, précisément, vous êtes amené plus particulièrement à vous préoccuper de ce lien au travail, entre ce lien au travail et les personnes au travail? Oui, ce sont des circonstances professionnelles, personnelles. Je travaillais dans le milieu sanitaire, à vrai dire à l'hôpital, voilà, où j'étais psychothérapeute. Et j'ai eu la chance de travailler très très rapidement dans un établissement qui était un établissement modèle, c'est-à-dire où les conditions de travail étaient excellentes. Étaient même au maximum, je crois, autant de moyens financiers et des moyens en personnel. Voilà. C'est un centre universitaire avec des écoles intégrées, un environnement très agréable. Voilà. Donc tout pour aller bien. Tout était bien, tout était bien. Voilà. C'était dans le domaine de la psychiatrie. Psychiatrie. Et dans cet environnement extraordinaire, des soignants, des infirmiers, un jour, ont fait des tentatives de suicide, qu'ils ont ratées heureusement, pour eux, pour nous, pour tout le monde. Ont fait des tentatives de suicide, indiquant que c'était à cause du travail. Et là, ça a été le choc pour vous? Oui, pas seulement pour moi. Pour l'ensemble de l'équipe. Pour moi, pour l'ensemble de l'équipe, ça a été très, très étonnant. Voilà, c'est ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, je suis allé les voir, évidemment, et je me suis rendu compte que le fait d'être bien au travail n'était pas forcément en lien avec les conditions de travail, mais avec d'autres conditions qui relevaient précisément de cette question du lien au travail. Et là, vous avez décidé, ça a vraiment changé votre orientation professionnelle ou ce que vous vouliez faire du coup? Oui, D'accord. complètement. À 50%, j'ai travaillé comme psychothérapeute et pendant 15 ans, les 15 ans que j'ai passés dans le domaine sanitaire, je me suis consacré à la question du travail. D'accord. Alors, d'un point de vue psychanalytique, vous allez nous l'expliquer, il existe un équilibre naturel entre l'anxiété et le travail. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Expliquez-nous tout ça. Oui, alors, pour ça peut paraître un peu paradoxal. D'accord. Oui, ça peut paraître paradoxal. Alors, pour le comprendre... Alors, je vais descendre parce que j'ai vraiment peur de me casser la figure. Ça va être la belle jambe de bois avec le grand frisson. Vous êtes très très grand, mais c'est pas grave, je préfère être là. Dites-nous. Alors. Non, c'est pas drôle. Pour comprendre... Bon, tu peux venir là. Alors, le lien naturel entre l'anxiété. Alors, je dis qu'il y a un lien naturel parce que pour ça, il faut revenir un tout petit peu en amont, en fait, pour comprendre le lien qu'il y a entre la peur, l'anxiété et cette question du travail. D'abord, il y a une confusion depuis le début sur ce qui nous lie véritablement au travail. On pense que le travail, très souvent, est associé à la contrainte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est important, et en plus, ça pèse. Tu vois, comment ça va? Comme un lundi, voilà. Et alors, vivement mercredi. Et alors, heureusement, on est vendredi, c'est ça? Après, voilà, puis c'est le week-end, et puis c'est les vacances, et puis c'est la retraite, et puis c'est le grand repos. Donc, c'est là qu'on reprend un petit peu de... Donc une pression, et puis durant le travail, on le porte, quoi, c'est un boulet. Le travail, c'est forcément quelque chose dont on aimerait se passer. Si on gagne au loto, on se passe du travail. Alors, cette dimension-là est sans doute une erreur. On peut comprendre que le travail, en fait, vient de l'intérieur. De la même... Alors, première formule, pour comprendre. Attention, c'est le moment de la leçon, donc écoutez bien. Ah, plus fort, plus fort. Comment ça, on n'entend rien? Ça va, là? Ça va mieux, là? D'accord. Donc, j'allais dire, c'est le moment de la leçon, là, maintenant. Alors, dans la vie, il y a deux choses importantes. On va changer. L'apéro. L'apéro, et après. Dans la vie, il y a deux choses importantes. La première... c'est l'amour, j'y tiens beaucoup. Ça, voilà. Et la deuxième, c'est le travail. Alors, je vous donne ma définition de l'amour. De l'amour. L'amour, c'est du désir, ça on peut comprendre, comme il s'exprime à l'égard d'un autre et de son manque supposé. Ça, c'est une définition de psychanalyste. Un autre et son manque supposé. Tu es ma moitié d'orange, sans toi ma vie ne serait rien, que serais-je sans toi, etc. etc. Enfin, tout ce qu'on dit les premières semaines de la rencontre. Après, on passe à la sociologie du panier à linge qui est est-ce que tu as acheté des bières? J'en ai marre de tes chaussettes sales. Voilà. Revenons au travail. Alors. Voilà. Mais c'est du désir, on peut le comprendre. On va le comprendre, c'est par rapport à un manque. La définition du travail.
Le travail, c'est du désir aussi, comme il s'exprime à l'égard des autres dans leur ensemble et de leurs attentes supposées. D'ailleurs, les premières attentes, c'est très souvent les parents qui la formulent. Dans les deux cas, l'amour ou le travail, malheureusement, cette dimension, c'est malheureusement pas pour la dégradation de l'image que ça voudrait avoir, mais l'amour, ça vise aussi la survie de l'espèce. Ça vient de l'intérieur pour viser la survie de l'espèce. Le travail, ça vient aussi de l'intérieur pour viser la survie de l'espèce au sens collectif. Donc cette définition, cette approche, cette image du travail qu'on avait comme quelque chose d'externe qui nous pèse, dans la réalité, on découvre que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui est aussi important, qui est majeur, de la même façon que l'amour. On n'y croirait pas, hein, on n'y croirait pas. Ça veut dire que le travail est bien une pulsion. Alors, quand un psychanalyste parle de désir, ça me dit, bon, enfin oui, il y a quand même du désir de travail, moi j'y crois pas, hein, t'as qu'à venir dans mon entreprise, tu vas voir comment ça se passe, etc. C'est bien là qu'il y a une confusion, parce que le langage psychanalytique, quand il dit désir, en fait, il ne désigne qu'une chose, il ne désigne que l'énergie. De l'énergie existentielle qui nous mène vers l'amour, qui nous mène vers le travail. Entre les deux, il y a le jeu, c'est-à-dire tout ce que fait la culture, le sport, les loisirs, etc. Voilà, c'est les aménagements, en quelque sorte, les consolations de l'un et de l'autre. Donc voilà, on en est à un point où, et c'est là que je voulais vous amener, hein, on en est à un point où la question du travail est bien quelque chose de l'ordre d'une pulsion interne qui s'exprime sur le mode très très élaboré, socialisé, etc., de ce qu'on appelle l'emploi et toutes ces choses-là. Donc, ok, donc voilà, ça c'est la première chose. Et l'anxiété qui est... La deuxième chose, voilà, on arrive enfin à l'anxiété. Pourquoi est-ce que c'est associé à ce point-là là? Parce qu'on connaît les caractéristiques de cette énergie fondamentale. On connaît cette pulsion qui va ou vers l'amour ou vers le travail, enfin dans les deux cas. On connaît les 5 caractéristiques de cette pulsion. La première, c'est il faut que ça sorte. Ça doit sortir. Ça doit apparaître. Si on empêche quelqu'un de travailler, on le tue. Il n'est pas bien, du tout. Hein, il est très très vite déprimé. C'est le paradoxe qu'on appelle le placard doré. On dit à quelqu'un, mais tu viens, tu es payé, tu fais rien. Voilà. Tout le monde dit, oh là là, c'est mieux que le loto. En fait, ça, donc ça, l'expression. Deuxièmement, ça doit laisser une marque. Ça doit laisser une marque dans le paysage, ça doit laisser une marque dans le social. Voilà, la pulsion, l'amour, la trace, c'est les enfants. Hein, et puis dans le travail, voilà, on a fait quelque chose. Impression. La troisième chose, c'est que précisément, et là on va pouvoir changer les diapositives, je ne sais plus trop comment on fait, on passe à la suivante. Hein, la troisième caractéristique de cette pulsion, vas-y. Ça, c'est encore la suivante. Voilà, les 5 caractéristiques. La troisième particularité, c'est ce qu'on appelle la régulation. C'est-à-dire que le désir peut être, quand il s'exprime, dans tous les cas, hein, que ce soit sur l'amour ou le travail, quelque chose qui peut être assez prédateur. C'est-à-dire que globalement, j'exprime mon désir toujours un petit peu au détriment du désir d'un autre. C'est toute la question de l'existence sociale. Hein. Voilà. On prend un petit peu de... Voilà, et donc c'est cette régulation. Il y a un autre système de régulation qui est associé au désir ou à l'énergie existentielle. Nous y voilà. Ce système de régulation, il existe. Il s'appelle l'angoisse. Okay. Cette angoisse qu'on trouve tellement négative, tellement difficile, tellement compliquée, qui est comme quelque chose qu'il faut éviter parce que c'est négatif, parce que ça va nous faire souffrir. En réalité, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, qui est forcément associé à la question du désir, où on peut dire il n'y a pas de désir sans angoisse. Donc il n'y a pas de désir de travail sans une angoisse qui l'accompagne. La difficulté vient de la mesure de l'excès. Un peu trop d'angoisse, le désir s'éteint. D'ailleurs, dans l'amour, c'est pareil. Hein. Ça ne marche plus. Mais dans le travail, c'est exactement le même mécanisme. Après, il y a d'autres mécanismes qui est que le désir, on ne s'exprime que par rapport au désir d'un autre, et puis il doit aussi s'inscrire. Mais ce qu'on va garder, nous, aujourd'hui, c'est que une des caractéristiques principales de ce qui nous mène vers le travail, c'est le fait qu'il est associé à de l'anxiété régulatrice. Et cette anxiété régulatrice, on va voir que c'est elle, quand elle est excessive, c'est elle qui va faire apparaître des choses
qu'on connaît bien malheureusement aujourd'hui, qui s'appelle le stress, le burn-out, la dépression au travail, et puis ces éléments particuliers qui étaient le suicide, par exemple, comme c'était apparu. Donc pour toutes ces raisons, pour vous, il est judicieux et nécessaire de parler de cette angoisse, de cette anxiété, de cette peur au travail, avec les chefs d'entreprise, et de la prendre en considération? Parce que il y a la modification sociétale, au sens large, c'est-à-dire, alors c'est habituel comme modèle, hein, il y a une évolution technologique rapide, extrêmement, et elle va beaucoup plus vite que l'évolution sociale qui devrait l'accompagner. Donc ça a été vrai au moment où on a inventé le métier à tisser, ça a été vrai au moment où on a inventé la vapeur, l'imprimerie, l'électricité, l'informatique, voilà, le numérique et tout ça. À chaque fois, il y a une modification telle que la notion de travail change et il faudrait que ce soit accompagné. La deuxième idée qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas à l'entreprise de gérer la question du sens du travail. Au moment où il y a ces modifications technologiques, le sens commence à disparaître. On se dit, oh là là, mais pourquoi on travaille? Il faut bien savoir que ce n'est pas à l'entreprise de fournir le sens du travail. Jamais. L'entreprise, elle doit créer de la richesse, mettre en place des emplois, faire de la recherche et développement, mais créer du sens, ce n'est pas son rôle. Ceux qui doivent donner du sens, c'est les institutions. Ces institutions qui ne suivent pas le progrès technologique. Elles ont en général 30 ans de retard. Institution, c'est quoi? C'est papa-maman, l'école Ça commence par papa-maman, la famille, voilà, l'école, l'éducation, la religion, l'État, voilà, et puis les corps constitués de la politique, des syndicats, de tous les régulateurs. Donc, voilà, donc là, il y a une défaillance. C'est l'entreprise qui se retrouve un peu en première ligne de devoir donner du sens parce que c'est les salariés demandent. Ces institutions ne tiennent plus comme avant à cause des modifications technologiques. Tout d'un coup, tout est devenu mondial. Dans la famille, on ne sait pas comment faire. Donc si on achète un iPhone X au petit qui a 7 ans, c'est uniquement parce que c'est le seul à savoir s'en servir. Et nous, on n'a pas suivi. Voilà, donc des choses comme ça. La religion, l'État ne peuvent plus suivre non plus de la même façon. Donc l'entreprise est sommée par la loi. D'ailleurs, écoutez, disent les politiques ou l'État, l'organisation de l'État dit, écoutez, c'est vous qui les embauchez, eh ben, vous vous débrouillez. Voilà. Donc c'est là qu'on se retrouve, dans l'entreprise, à faire face à des phénomènes qui sont très liés à l'excès d'angoisse, liés à la défaillance momentanée des institutions. Alors, le désir s'appuie sur 3 éléments. Là, on vient de voir l'anxiété professionnelle. Il y a aussi 2 autres facteurs très importants. C'est l'identité professionnelle et l'ambiance de travail au sein de l'entreprise. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il faut prendre ces deux notions également en considération? Tout ce que je viens de vous dire est assez complexe en fait. On dit oh là là, c'est à la fois sociétal, la société tient plus, donc il y a de l'anxiété. L'anxiété doit être gérée par l'entreprise, dont c'est pas le rôle. On voit c'est un. Donc, mais en même temps, elle est normale, mais il en faut pas trop. Voilà. Donc là, ça devient très compliqué. On se dit c'est très intéressant tout ça, mais on fait quoi? Et pour savoir quoi faire, il faut savoir à quel objet on a affaire dans l'entreprise. Or, il y a un objet qui est un objet flottant dans l'air non identifié et qui s'appelle l'identité professionnelle. On va retrouver le suivant. Voilà. C'est l'identité professionnelle. Alors, c'est bien l'objet auquel est confronté le dirigeant, le manager et puis chacun d'entre nous, l'identité professionnelle. De fait, c'est un concept un petit peu complexe. Donc, très souvent, je me sers de cette métaphore pour indiquer qu'est-ce que c'est que l'identité professionnelle. Donc justement. La montgolfière. C'est la montgolfière. Il y a la même relation entre moi et mon travail qu'entre l'aérostier et son aérostat. Voilà, il n'y a rien à comprendre pour l'instant, c'est juste pour poser la métaphore. On va commencer à l'affiler. D'abord, ce n'est pas quelque chose qui appartient totalement de façon organique à l'aérostier, le ballon. C'est juste un véhicule pour lui. Comme on dit tous les jours, oui, il y a une vie après le travail, il n'y a pas que le travail dans la vie, voilà, ces choses-là. Mais ça reste quand même quelque chose de très important, ce lien au travail. Parce que d'ailleurs, si on s'avise de le voir être coupé,
hein, eh bien, il va s'en suivre un effet qui a beaucoup à voir avec la gravitation universelle et dont le résultat à l'arrivée n'est pas très joli à voir quand même. Hein, voilà, donc moi j'ai travaillé pendant un moment dans l'outplacement et je sais bien à quel point on est obligé d'inventer des mythes pour pouvoir supporter ce genre de choses. Ce qui est un signe à quel point c'est compliqué. Hein, c'est-à-dire que si la métaphore est vraie et qu'on dit à quelqu'un ça va là-haut, hein, tu t'inquiètes pas, on va couper les ficelles. Et là, on invite le mythe du rebond. Simplement, je sais bien moi que dans la réalité, hein, quand on tombe de cette façon-là, le rebond n'est pas si facile que ça. Hein, il aurait tendance à pas vous croire. Celui qui est dans la scène, il aurait un petit peu raison. Donc, voilà, c'est ça. Deuxièmement, on en attend beaucoup de ce travail. On attend qu'il nous élève, comme la montgolfière, ou qu'il nous stabilise, hein, qu'il nous laisse au même niveau. C'est quand ça descend qu'on commence à parler de risques psychosociaux. Autre dimension, c'est une dimension fragile. À tout moment, il peut y avoir des petits trous. Oh, c'est pas grand-chose, hein. C'est des petites vexations au travail, c'est des petites déceptions qui vous font des petits. Alors, en général, le psychisme est bien fait. Pour ça, on va mettre des rustines. Il y a des rustines qu'on va pouvoir mettre en place de façon. Alors, type exemple de rustine, je vais en terrasse à 6 heures avec un copain, on boit une bière, on dit du mal du chef. Voilà, ça fait du bien trous, et ça permet de supporter. Je m'achète une nouvelle paire de chaussures ou je veux faire un tour de VTT. Voilà. Donc c'est fragile, c'est une dimension fragile. Troisièmement, c'est sensible effectivement aux tempêtes économiques. Voilà. Il y a plein de choses qui apparaissent comme ça. On est bien que ça ait de belles couleurs. Hein, voilà, voyez, ces panneaux-là. Alors, chacun de ces panneaux va représenter mon lien à ce qu'on disait du travail dans ma famille, le manager qui a compté dans ma vie professionnelle, un professeur qui m'a appris des choses, un collègue, voilà, etc. Toutes ces choses-là vont former l'identité professionnelle. Et c'est cette chose-là, cet objet-là, cette identité professionnelle qu'on va devoir gérer. Sauf qu'aucune entreprise n'a jamais appris nulle part à gérer l'identité professionnelle que pas grand monde ne connaît au demeurant. Hein, d'accord. Donc la question est là. La question est là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et pour ça, il faut rentrer un petit peu dans les détails de la façon dont ça fonctionne. En particulier, il y a un brûleur pour pouvoir faire un effort. Et donc, de fait, maintenir l'identité professionnelle, par exemple, c'est un exemple parmi des centaines, va impliquer pour le manager que la personne ait la possibilité de faire des efforts, c'est-à-dire d'envoyer du gaz pour que ça regonfle, que ça compense les trous, etc. Comment est-ce qu'on passe à la suivante? C'est celle-là? Oui. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Pour ne pas confondre le lien au travail et très souvent, il faut quitter quand on doit gérer la question de l'excès d'anxiété au travail. Très souvent, on a tendance à se consacrer qu'à cette partie-là, c'est-à-dire le lien. Mais là, la nacelle, hein, on dit tiens, ça descend, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, on va lui donner une nacelle plus grande ou plus petite, ou un petit coussin financier pour que ça soit davantage. C'est là la complication, parce que des fois ça marche, des fois ça ne marche pas d'ailleurs, le fait de modifier la nacelle. Et c'est là qu'on doit faire un petit zoom arrière, pour découvrir que ce qui initie le mouvement dans la relation entre la personne et son emploi, en réalité, c'est toute la dimension de son travail. Alors c'est là que le chef d'entreprise, les DRH, les managers me disent « Mais Roland, comment veux-tu qu'on s'occupe du lien au travail de quelqu'un, chacun le sien, ça n'est pas possible ». Justement, c'est ça. C'est ça qu'on découvre à ce moment-là. S'il y a un excès d'anxiété, l'identité professionnelle n'est pas bien. Si on doit s'occuper de l'identité professionnelle, il y a des moyens, et des moyens qui sont simples. C'est ça qu'il faut retenir. Dans ces cas-là, vous préconisez de se préoccuper de l'ambiance de travail. Pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce qu'elle indique, cette ambiance de travail? Comment est-ce qu'on peut agir dessus? D'abord, dans l'ambiance de travail, il y a quelque chose de très central au final. Si on revient à la question de la Coupe du Monde en foot et qu'on entend les joueurs après la victoire, quelques temps après, on dit mais alors comment vous avez fait pour gagner? Alors, il y a plein de raisons, hein. Footballistique, je ne connais pas, absolument pas. Hein. Mais j'ai bien entendu, j'ai bien retenu au moment où je les ai vus être interviewés 15 jours après la victoire. Ils ont dit on a gagné, je pense, à cause de l'ambiance qu'il y avait entre nous.
c'est là qu'on se dit, tiens, ambiance de travail, performance, mais ambiance, ça relève de quelque chose qui est un petit peu aléatoire quand même, hein, dans l'ensemble. L'ambiance, ma perception, l'ambiance, c'est très subjectif. Et c'est là qu'on a découvert, que l'ambiance, en réalité, était quelque chose d'extrêmement précis et qui relevait de 21 critères extrêmement identifiés. Des critères qui sont fondamentaux. Par exemple, l'anxiété est créée par l'absence, alors là c'est un gros mot que je vais sortir, hein, de repères symboliques. Les repères symboliques, c'est des choses qui vont stabiliser la montgolfière. Par exemple, une montgolfière, pour bien voler, elle doit avoir des repères au sol, elle doit avoir un cadre de vol, elle doit avoir de la visibilité. Alors, par exemple, les repères au sol pour une identité professionnelle, c'est un discours clair. Dans l'entreprise, souvent on se lamente en disant mais ça ne va pas, pourtant on a tout pour performer. Et à ce moment-là, c'est important d'interroger le discours. Est-ce que globalement ce qui se dit, ce qui se fait dans l'entreprise, qui est signifiant pour les salariés, apparaît clairement? Est-ce qu'il n'est pas entaché d'un peu de paradoxe? Une fois sur deux, c'est le cas. Le cadre de vol, il est représenté par l'autorité. Alors en général, depuis 68, on dit l'autorité s'est dépassée, mon cher monsieur, c'est l'intelligence collaborative, chacun. Bon, sauf que il y a dans l'organisation du travail quelque part un responsable ou un référent ou un chef. Des fois, et ce chef, on en attend un certain nombre de choses qui vont stabiliser la montgolfière, fixer le cadre de vol. On attend qu'il incarne. On attend. Qu'il sécurise. Voilà, qui sécurise simplement. Ça ne l'empêchera pas. Et ça, la deuxième partie de l'autorité, par exemple, ça ne doit pas l'empêcher de percevoir tous les signaux faibles qui apparaissent. C'est ça qui est nouveau aujourd'hui. Alors bon, il suffisait qu'on trace le terrain, puis là, maintenant, il faut faire attention. Pour travailler ensemble, il faut faire attention aux signaux faibles qui apparaissent. Et puis, devenir maître de la délégation, c'est-à-dire de ne pas ni abandonner, ni surveiller les gens. Une troisième dimension symbolique qui est essentielle, qui est très, très importante, et qui va créer l'ambiance de travail, une bonne ambiance de travail, c'est la météo. La météo, elle correspond au fait que le projet d'équipe est intéressant, reste intéressant. Qu'à l'intérieur de l'équipe, qui est quand même la dimension la plus significative pour la dimension du travail. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas toute l'entreprise, je travaille au sein d'une équipe. C'est ce qui est le modèle le plus prégnant en fait, du travail. Et bien, je veux que ce projet d'équipe, la façon dont on s'organise dans ton travail, reste quelque chose d'intéressant. Donc, oui, pardon. Non, allez-y. Donc, si on résume un peu les choses, d'abord, la première découverte, ça a l'air de rien, comme ça, mais on dit, le travail, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est une idée étrange. Mais c'est une idée étrange qui va nous permettre de faire face à tous les paradoxes qui se posent aujourd'hui dans le travail. Si le travail vient de l'intérieur, alors c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose dont on doit prendre soin. C'est une énergie, comme toutes les énergies d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va falloir préserver, qu'il va falloir entretenir. Canaliser aussi. Canaliser. Et de la même façon qu'il y a qu'une plante a besoin de trois choses essentielles, de l'eau, de la chaleur, de la lumière, eh bien, on va dire que le travail, juste pour se développer, on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de construire la plante. Ce n'est pas nous qui faisons la photosynthèse. La photosynthèse, elle est là avant. Il y a du désir de travail avant, et à ce désir de travail, il faut apporter un certain nombre d'ingrédients. Le discours clair, l'autorité équilibrée, un projet intéressant, c'est exactement à ce moment-là, ça pousse. Après, il faut un peu la main verte, savoir faire les dosages, évidemment. Toute cette façon de considérer l'identité professionnelle est une façon de gérer correctement cette fameuse question de l'ambiance de travail, sur laquelle on pourra appliquer, alors après c'est plus des éléments d'outillage, d'outils numériques et d'études, on pourra appliquer finalement qu'est-ce qui fait que l'ambiance va bien ou va pas bien. On peut très très vite identifier un sujet ou un autre sur les 21 qui sont disponibles pour pouvoir travailler. Alors justement, vous avez mis en place un indice, X1, oui. Pour pouvoir mesurer cette ambiance de travail. Oui. Concrètement, vous proposez quoi aux entreprises? Déjà, on vient vous voir parce qu'il y a forcément un pépin, ça va pas bien, et ils comprennent pas trop pourquoi, et tout de suite, vous leur expliquez tout ça ou... Le travail, ça vient de l'intérieur, nanani, oui, c'est ça, oui. Aussi. Bon, ça dure pas très longtemps. Ils n'ont pas votre patience, et bon, ils vont pas supporter ça pendant une heure.
Mais si, ça arrive qu'on fasse même des journées entières là-dessus, parce qu'ils veulent savoir, effectivement, une fois que... Alors, mais au-delà de ces explications, bien sûr, très clairement, on a recherché la meilleure façon de rendre les choses simples. Un chef d'entreprise, un manager, un DRH n'est pas un psychanalyste. Il n'a pas besoin forcément, de la même façon que pour conduire sa voiture, on n'a pas besoin de connaître les principes du moteur à explosion, du moteur rotatif ou du moteur électrique. On n'a pas besoin de savoir tout ça. En attendant, il faut savoir conduire. Donc nous, on apporte la conduite à avoir vis-à-vis de l'identité professionnelle, puisque c'est ça qu'il faut gérer. Pour ça, on demande à tous les gens de l'entreprise de se situer sur chacun de ces 21 points. Ça peut aller très très vite, de se situer sur ce point. Ça se fait sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et sur ces 21 points, on arrive à se situer. C'est un questionnaire ou c'est comment vous sentez-vous C'est pas un questionnaire. Justement, ça va être intéressant. Voilà. C'est un relevé. J'aurais le faire. Voilà, on aimerait ça. C'est un relevé. C'est un relevé de positionnement par rapport au travail. Dans le travail, on sait, quand on a besoin de solutions de sécurité, ce qu'on doit rechercher, n'est pas la satisfaction éprouvée. Si je fais un questionnaire de satisfaction, Marlène, ça va? Tu es contente? D'accord. Tu es contente d'être là. Tu peux te situer ici et être contente aussi. Ça va, Marlène? Tu es contente aussi. Pas de problème, je suis ravie. Sauf que tu n'es pas dans la même situation en matière de sécurité. C'est ça, je suis pas sécure. Donc ce qu'on mesure, ce n'est pas un questionnaire de satisfaction. Ce qu'on propose, ce n'est pas un questionnaire. C'est un relevé de positionnement. D'où j'en suis par rapport au fait de me casser la figure ou pas. Dans toute situation de travail, il y a deux précipices. Un précipice par défaut, un précipice en excès. Sur la question de l'autorité, qui est une dimension importante de l'ambiance de travail, s'il n'y a pas du tout d'autorité, on n'est pas loin du gouffre. S'il y a beaucoup trop d'autorité, on n'est pas loin du gouffre non plus. Pas le même, mais... C'est pas le même, mais... Donc c'est cette dimension-là qu'il faut vérifier. À quelle distance te trouves-tu du gouffre? Donc on cherche la position où globalement, effectivement, entre deux positions, chacun va trouver... Donc là, moi, je serais bien d'un point de vue... Voilà, voilà. Là, c'est vraiment... Je crains rien, en fait. Toute la sécurité. Mais tu peux aussi t'asseoir. Oui, voilà. Voilà. Donc c'est ce que vous proposez. C'est ça qu'on mesure sur chacun des 21 points qui constituent l'ambiance. Où est-ce que tu te trouves? À ce moment-là, on a un résultat qui apparaît sous forme de... Non, on l'a mis sous forme de... Alors, voilà, c'est ça. On se situe là. Ici, il y a par défaut ou beaucoup trop. Une position d'équilibre entre les deux. Et puis, donc ça, c'est le fameux... Là, il faut faire gaffe. Voilà. La maison. Le résultat apparaît sous forme de maison. Très, très, très simple. D'ailleurs, il y a 7 thèmes là: discours, autorité, projet, que vous connaissez maintenant, les conditions de travail, la relation au métier, la relation au manager, au N+1, et la relation à l'entreprise. À chaque fois, on a choisi 3 critères dans cette dimension-là pour pouvoir que chacun puisse se situer. Alors, je choisis un au hasard. Dans mon travail, est-ce que je peux faire preuve de créativité? Ou est-ce qu'il y a un équilibre entre l'ennui et l'intérêt du travail? Pas du tout d'équilibre. Oui. Enfin, il y a un certain équilibre, mais en fait, c'est surtout qu'il faut donner le maximum. Entre les deux, il y a une position d'équilibre. Okay. Et si, dans une équipe, un nombre suffisant de personnes se situe dans une position favorable, à ce moment-là, on découvre qu'il y a une contagiosité de l'ambiance. Plus il y a de positionnement anxieux, plus ça peut se développer en termes de contagiosité dans l'angoisse. Et moins il y a de personnes qui sont anxieuses, plus le calme, effectivement, le calme, la sérénité, le désir de travailler ensemble va se développer aussi. Donc cette dimension de contagiosité, de l'anxiété, c'est ça qu'on mesure grâce à ce système-là. Ça prend 5 minutes pour chaque personne, les résultats apparaissent immédiatement, on peut restituer à chaque manager ses résultats. Il peut, juste en regardant sa carte, en quelque sorte, alors très souvent les managers on dit « Oh, j'ai pas des bonnes notes !» C'est pas des notes, c'est vraiment une carte. Notes, je veux dire, attends, viens t'asseoir à côté de moi. Tu es confronté à cette situation-là. Le seul endroit où toi, tu es concerné, c'est là. C'est pas tout ça. Donc, tu es confronté à cette situation, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ce qui fait que les plans d'action, en général, sont plutôt simples à mettre en œuvre. Et puis, on peut mesurer les résultats de ces plans d'action en comparant les maisons, puisque la mesure se fait globalement tous les 6 mois. Voilà. Donc, selon les couleurs, on est bien ou on est mal, quoi. Alors, le vert, c'est l'idéal. Le vert, c'est bien. Le bleu, c'est quand ça pêche par carence. Et le orange ou le jaune par excès. Bon. On reprend l'exemple de l'autorité. Pas du tout d'autorité, c'est très angoissant. Mais c'est plutôt du côté du bleu. Beaucoup trop d'autorité, c'est plutôt du côté du orange et du rouge. Voilà. Enfin, dans ce modèle-là. Bien sûr. À titre d'exemple, quel a été le plus gros dossier, en tout cas entreprise, on ne peut pas forcément citer de nom, mais que vous ayez eu à traiter
avec des grosses carences, et qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? En 2010, il y a un petit opérateur téléphonique pourvu d'un logo géométrique de couleur vive, qui a Il y a eu quelques difficultés. Qui a eu quelques difficultés. C'est à ce moment-là que l'ICSA s'est définitivement mis en place, en fait. Voilà, ils ont fait appel à moi pour essayer de trouver des solutions. Sur l'analyse des raisons, il y a d'autres cabinets qui ont fait tout ça, mais pour trouver des solutions équipe par équipe, comme ça, ou établissement par établissement, voilà, c'était ça. Maintenant, on travaille avec des entreprises qui font 50 ou 100 personnes et des entreprises qui sont beaucoup plus importantes parfois. Oui. La première réaction des chefs d'entreprise qui viennent vous voir, ils sont désemparés, ils ne savent pas, ils veulent comprendre, vous nous avez dit? Ils sont désemparés par rapport à... la situation, ils disent je comprends pas, je leur propose... Oui, ça c'est constant. Ça c'est constant. C'est-à-dire, pourquoi ça fonctionne pas? Je leur donne tout, je leur apporte tout. Et c'est vrai, authentiquement, sincèrement, on sent que c'est très souvent des chefs d'entreprise. Parce que moi, je pensais voir apparaître des gens, il faut le faire, donc on va faire une mesure. Vous savez que légalement, toute entreprise a l'obligation de mettre en place un système d'évaluation des risques psychosociaux. Donc évidemment, ce système obligatoire, nous, on a voulu qu'il soit quelque chose d'immédiatement utile pour le management et d'immédiatement utile pour la stratégie de l'entreprise. Parce que ça va nous donner, une fois les résultats consolidés, une vision très particulière de l'entreprise qu'on n'a jamais. C'est des données qu'on dit stratégiques, humaines, qu'on ne peut pas très, très facilement obtenir. Or là ça se fait de façon naturelle. Tous les 6 mois, on a toutes ces données. Les chefs d'entreprise qui font appel à nous, souvent, ils disent voilà, je suis Google, comme chez Google, même mieux. Voilà, il y en a un qui a fait une tentative de suicide. Enfin, c'était l'histoire que j'avais racontée il y a 30 ans, que je vois se répéter, alors de plus en plus souvent dans les entreprises aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Légère évolution de la situation aussi. De plus en plus, on a des gens qui disent je commence à comprendre qu'il y a peut-être un problème dans le lien au travail. C'est plus tout à fait la même chose. La mondialisation, enfin toutes ces choses-là. Donc j'aimerais bien savoir s'il y a un moyen simple, peu onéreux, etc., pour suivre ça. Et de fait, l'anxiété, le lien au travail, qui est fait de désir d'une part, d'engagement et d'anxiété d'autre part, eh bien on peut suivre le niveau et piloter le niveau d'anxiété dans une entreprise. Sur une échelle de 0 à 10, l'anxiété normale, je dirais qu'elle est au niveau 4. Et que donc, si une entreprise... Alors, on sait qu'entre 5 et 3, c'est correct, ça monte, ça descend, il y a des périodes qui ne sont pas géniales. C'est vivant, c'est fluctuant, c'est normal. C'est ça. Puis on n'est pas dans le bonheur BA dans l'entreprise. Voilà, mais on sait qu'au-delà de 5 ou en deçà de 3, on ne peut plus contrôler le système dynamique de l'anxiété. C'est-à-dire que l'anxiété peut tout d'un coup monter à 8,5. Et il peut se passer des choses dramatiques. À ce moment-là, il peut se passer n'importe quoi. N'importe quoi. Puis pouf, ça peut redescendre effectivement d'un seul coup à 2, puis ouf, avoir des périodes comme ça. Donc il faut absolument stabiliser l'ambiance de l'entreprise à un bon niveau. Et le bon niveau, c'est précisément dans le tunnel entre 3 et 5, on va dire, enfin, ou dans la phase favorable. Et surtout faire très attention que ça ne descende pas, ça n'aille pas au-delà, ça ne descende pas en deçà. Et ce système de pilotage devient simple avec, en travaillant sur chaque équipe, en fait. Voilà. Alors juste pour terminer un peu la présentation et donner la parole à la salle s'il y a des questions, un conseil, un ou plusieurs conseils si on vous dit ok, l'indice on n'en veut pas, mais alors un conseil pour qu'on puisse avoir une ambiance non anxiogène et tous les jours au boulot, c'est un discours clair, sécure et avec un objectif. Déjà, ce sera bien. Je dirais oui, effectivement, c'est 3 choses. Il y a les 3 fondamentaux. Un discours clair. Sauf que quand on dit ça à un chef d'entreprise, il dit évidemment que j'ai un discours clair. C'est clair que je ne leur dirai pas ce qui va se passer. Bon. Non, la vraie dimension qui favorise l'ambiance de travail et un lien positif au travail, c'est l'effort des managers pour essayer d'être clair. Donc vous voyez que ce n'est pas des choses dans l'intention extrêmement déjà, exigeantes. ça change. C'est surtout l'intention qui va changer. C'est-à-dire si quelqu'un, spontanément, on sait bien qu'un chef d'entreprise ne peut pas tout dire, mais il y a même des règles de loi qui lui interdisent de dire les choses qui vont se passer sans en avoir parlé au CE auparavant, etc. Sinon, il y a délit d'entrave, vous savez ça avant. Donc effectivement, mais si tous les salariés ont le sentiment
que le gars qui pilote ou le gars qui est responsable de tout le bazar, il fait quand même attention à nous donner le plus possible de choses pour qu'on puisse se faire une idée, on le trouve sympa. Donc il y a quelque chose que ça génère aussi. Voilà. Sauf s'il nous balance tous les ans un rapport gros comme ça pour nous dire bon bah voilà l'entreprise débrouillez-vous avec ça, c'est pas la même. Okay. Donc discours clair, autorité équilibrée. À la fois, on rassure en tenant le terrain, quoi. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Hein. Un responsable, un manager, il doit occuper le terrain, mais en même temps, il doit faire attention aux gens. Ça c'est toute la difficulté. Très souvent, les managers, ils occupent le terrain et puis le reste, on verra plus tard. Parce qu'ils ne savent pas faire, ils ne sont pas formés aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est quelque chose de très très simple qu'il faut. C'est un savoir qu'il faut partager. Donc c'est essentiellement pour ça que je leur parle à mes chefs d'entreprise. C'est presque une culture de la vigilance et de la prévoyance qu'il faudrait avoir. C'est ça. On était dans une culture de la discrétion jusqu'à présent, autour du XXe siècle. Hein. Il a des problèmes, mais bon, l'individualité est respectée. Si vous avez des problèmes, bah, j'espère que vous allez pouvoir venir quand même demain matin au travail, etc. Bon, et il y avait la médecine du travail et tout ça pour essayer de... Aujourd'hui, on est dans une autre dimension, dans une dimension de la vigilance. Alors la vigilance, ça fait toujours un peu peur. C'est de la vigilance sans intrusion. C'est ça la vraie difficulté. À quoi doit-on être vigilant? À l'identité professionnelle, c'est ça la réponse. Sans intrusion, eh bien, c'est là que les outils qui sont mis en place doivent préserver la confidentialité, même dans certains cas l'anonymat vis-à-vis de l'entreprise, etc. Et c'est à tout ça, avec les règles RGPD en plus qui se sont mises en place et tout ça, c'est tout ça dont se charge le cabinet par rapport à un client, par exemple. Donc voilà, c'est une espèce d'outil clé en main, l'ambiance de travail, on vous la mesure, et on vous dit ce qu'il faut faire pour se maintenir dans le bon niveau. Bon, voilà, c'est l'expérience client essaye d'être simple. Voilà. Alors, merci Roland pour toutes ces explications.